Je m'appelle Mika Thorne et il y a 5 ans, j'étais le mari d'une femme riche. Les gens enviaient ma vie. Le genre d'envie qui les faisait murmurer des choses dans leurs mains ou s'offrir des sourires en plastique lors de soirées caritatives. Je vivais dans une élégante villa de verre au bord du lac Crescent. De celles qu'on voit dans les magazines d'architecture, tout en angle vif et en perfection immaculée. Mais rien de tout cela ne m'appartenait. La maison, la voiture, même les boutons de manchette que je portais au dîner d'affaires de son père. Chaque détail était estampillé de l'approbation de quelqu'un d'autre. Je n'étais qu'un remplaçant soigneusement habillé. Un homme qui portait le nom de quelqu'un d'autre comme un costume d'emprunt et qui traversait des pièces où j'étais à peine toléré, jamais vraiment accueilli. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les baies vitrées comme toujours, doré et doux, caressant tout sauf l'espace froid qui nous séparait. J'étais dans le coin petit déjeuner, en train de feuilleter des brochures d'adoption. Cela faisait des années que nous essayions. Médecins, spécialistes, l'espoir, les piqûres et les piqûres, s'écoulaient dans les couloirs blanchis à la chaux. Quand le dernier médecin dit « c'est peu probable ». Nous restâmes silencieux. Mais je ne pouvais pas abandonner l'idée d'une famille, de construire quelque chose qui nous appartienne et qui dépasse le simple nom. La brochure était froissée au coin à force de la consulter. Un frère et une sœur, yeux marrons, Fawcett. Ils souriaient comme s'ils connaissaient l'espoir, quelque chose que je n'avais pas encore compris. Je lui tendis le papier. De Lila. Elle ne leva pas les yeux de son téléphone. Je m'éclaircis la gorge et réessayai. Ces enfants, je pense qu'on devrait les rencontrer. Ils ont besoin d'un foyer. Nous en avions besoin. La gifle surgit de nulle part. Un bruit sec et brutal qui brisa le silence de la pièce. Ma joue me piqua avant que mon cerveau ne réalise ce qui venait de se passer. Je clignai des yeux, stupéfait, le goût du cuivre au bord de la langue. Sa main resta suspendue une seconde, comme si elle-même était surprise par ce qu'elle avait fait. Puis sa voix est venue. Froide. Précise. Tu es brisé, Mika. Un pauvre bachelier essayant de nager dans une piscine que tu n'étais pas censé toucher. Je l'ai regardé fixement, le cœur battant. De Lila. Elle a reculé, les bras croisés. Tu crois qu'apporter plus de problèmes dans cette maison arrangera quoi que ce soit? Tu es pathétique. Un cas caritatif que ma famille a pris en charge. Tu fais des travaux d'entretien, bon sang. Tu crois que tu peux être père? Je pensais qu'on le voulait. J'ai murmuré. On le voulait. Elle m'a coupé les ponts. Je voulais un avenir. Tu étais censé devenir quelque chose, quelqu'un. Mais tout ce que tu as fait, c'est essayer de survivre. Juste signer et partir. L'avocat de mon père enverra les papiers. Le pire, ce n'était pas les mots. C'était le peu d'émotion qui les sous-tendait. Ni colère, ni tristesse, juste du dégoût, comme si j'étais un cafard qu'elle en avait assez de faire semblant de ne pas voir. Je suis monté en silence. J'ai emballé ce que je pouvais porter. J'ai laissé derrière moi les bagages monogrammés, le cadeau de sa mère, et j'ai pris les vêtements que je m'étais achetés, quelques livres, mes vieilles bottes de travail. Elle ne m'a pas arrêté. Elle ne m'a pas appelé. Pas d'excuses. Pas de doute, juste le silence. Je suis sorti dans l'air frais du matin et j'ai refermé la lourde porte d'entrée derrière moi. Le bruit a résonné comme la fin d'un chapitre que l'on n'a pas écrit. Je suis resté là un long moment, les clés d'une voiture que je ne possédais pas encore dans ma poche. Je les ai laissées sur le capot et j'ai commencé à marcher. À midi, j'étais assise sur un banc en béton devant une gare routière, serrant mon sac comme une bouée de sauvetage, à regarder 2 pigeons se disputer un morceau de pain. Je n'avais pas de plan, juste assez d'argent pour un motel. Peut-être 2 nuits si je sautais les repas. Le froid me gagnait, mais je ne bougeais pas. Ce qui bougeait, c'était quelque chose en moi. Une nausée qui montait trop vite, trop forte pour être due à la gifle ou à la honte. Je me suis penché en avant, toussant, mais rien ne sortait. Le vertige qui suivit fut violent. Un tourbillon noir dansait au bord de ma vision. Je l'attribuais à l'épuisement, sous le poids de l'effondrement. Des heures passèrent avant que je ne tombe enfin sur un restaurant en bord de route. Je commandai un café que je ne pus terminer et restai assis là, à contempler les fissures de la table en mica, jusqu'à ce que la serveuse me demande poliment de partir. Je me dirigeai d'abord vers les toilettes en m'aspergeant le visage d'eau. C'est là que je m'en aperçus, ma main tremblant, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond.
L'épuisement n'était pas seulement mental. Ce soir-là, je trouvais un motel bon marché, le genre de motel où le couvre-lit sentait l'eau de javel et les promesses non tenues. Je me blottis sous la couverture rêche et fixai le plafond, m'efforçant de ressentir autre chose que le vide. Je repensais à la brochure. Les fossettes, l'espoir, la nausée revinrent. Je passai la moitié de la nuit aux toilettes, pensant que j'étais en train de contracter une maladie. J'accusais le stress, peut-être une gastro. Mais le lendemain matin, en essayant de me lever, mes jambes ont lâché. Je me suis effondré contre la commode et quelque chose en moi a hurlé. À midi, j'étais aux urgences. Tout était blanc, sale, trop propre. Une infirmière m'a demandé ma carte d'identité, puis une assurance que je n'avais pas. Je lui ai donné un faux nom, au cas où. Lorsqu'elle m'a interrogé sur mes symptômes, j'ai essayé de minimiser la situation, mais elle a remarqué les signes et a fait des tests. Puis est venue la question, celle qui a figé la pièce. Quand avez-vous eu vos dernières règles? Je l'ai regardée en clignant des yeux, perplexe. Je n'ai pas de règles. Elle m'a regardé, l'air indéchiffrable, et a quitté la pièce. Quelques instants plus tard, un médecin est entré, un échographe à la main. Mika, il faut vérifier quelque chose. Non, on m'a dit que ce n'était pas possible, ai-je dit en secouant la tête. Il y a des années. Mais ils n'ont pas écouté. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils savaient juste mieux. Pression du gel. Un écran qui s'est allumé. Puis le bruit. 2 battements de cœur rapides et palpitants. Séparés. Fort. Je fixais l'écran. Mon souffle se coupa, entre le choc et l'incrédulité. Non, murmurai-je. Ce n'est pas ça. Tu es enceinte de 9 semaines, dit doucement le médecin. Avec des jumeaux, je ne pouvais plus parler. Mon corps devint froid, puis chaud. Le poids de tout ce que j'avais perdu, tout ce qu'on m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir. Soudain, il était là, palpitant, vivant. Sommes assis tous les trois à la table de la cuisine avec des crayons, un crayon et du papier. Ils n'ont pas écrit de paragraphe ni coulé leur cœur dans une poussée dramatique. Les enfants le font rarement. Leurs paroles étaient simples, mais ils se sont approfondis dans la meilleure façon. Salut, nous sommes Jonas et Malik. Nous aimons les sandwichs au baseball et au beurre d'arachide et dessinant des dinosaures. Aimez-vous le baseball? Nous le faisons. Regrettez-vous de partir? Voulez-vous nous rencontrer? Cela leur a pris 20 minutes. Il m'a fallu 2 heures pour cesser de le relire. J'ai scellé l'enveloppe le lendemain matin. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour, juste une boîte de peau que j'avais louée il y a des mois. Peut-être par curiosité, peut-être par peur. Je n'ai jamais pensé l'utiliser. Ils ont demandé chaque jour la semaine prochaine si elle avait écrit. Et chaque jour, je disais doucement non. Moi. Je n'étais pas brisé. Je portais la vie. Et, d'une manière ou d'une autre, au milieu de la ruine, quelque chose venait de commencer. Le motel sentait le moisi et les vieilles cigarettes, comme si toutes les histoires perdues avaient imprégné les murs et y étaient restées. Le papier peint se décollait en longues bandes, se recroquevillant comme des langues prêtes à avouer quelque chose. J'étais allongé sur le matelas affaissé, une main sur le ventre, l'autre serrant un courriel de refus que j'avais imprimé à la bibliothèque plus tôt dans la journée. Nous avons le regret de vous informer. Des regrets. Ils regrettent toujours. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui dormais à côté d'un radiateur rouillé, avec de la moisissure qui s'infiltrait dans les coins du plafond et d'un robinet qui fuyait dans la salle de bain et qui n'arrêtait jamais de pleurer. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions. Paiement en espèces uniquement, pas de contact visuel. L'homme à la réception m'a tendu la clé comme s'il me rendait service, mais son regard n'a jamais croisé le mien. Je doutais qu'il se souvienne de mon nom. C'était normal. Je ne cherchais pas à être reconnu. J'avais juste besoin d'un endroit où disparaître. Un endroit assez calme pour sentir le poids de 2 battements de cœur qui n'avaient toujours pas de sens. 9 semaines, des jumeaux. Les mots tournoyaient dans ma tête comme des oiseaux piégés dans une lucarne. Je ne savais même pas que c'était possible. Pendant des années, Delila et moi avions essayé. Elle avait subi des séries de tests. J'ai été piqué, scanné et jugé par des hommes en blouse blanche aux visages ennuyés. Improbable, peu concluant. Essaie de ne pas trop espérer. Nous avons laissé chaque rendez-vous plus vide que le précédent. Et quand elle m'a giflé ce matin-là,
ces mots n'ont fait que confirmer tout ce que j'avais commencé à croire de moi-même. Tu es brisé. Mais maintenant, je portais 2 vies. J'ai occupé des emplois que Delilah aurait méprisés, des quarts de travail en entrepôt, des contrats de conciergerie, tout ce qui payait juste assez pour me permettre de vivre au-dessus de la tête. Rien de tout cela n'a duré longtemps. La nouvelle s'est répandue. Sa famille s'appelait Hilslick. Impur et toxique. On savait qu'il ne fallait pas contrarier la famille Deveau. À quelques reprises, je me suis présenté à des entretiens pour apprendre que le poste venait d'être pourvu. Même si j'ai vu l'offre republiée le lendemain, j'ai arrêté de me mettre en colère. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Au lieu de cela, j'ai appris à rationner les ramen et les vitamines prénatales. J'ai appris à dissimuler les tremblements qui commençaient dans mes mains et à supporter les vertiges sans m'effondrer. J'ai arrêté d'utiliser l'entrée principale des cliniques et j'ai commencé à me faufiler par les ruelles pour accéder aux services communautaires gratuits. J'ai dit aux médecins que j'étais sans abri, ce qui n'était pas un mensonge, et ils m'ont donné des bons pour des examens de base. J'ai écouté les battements de cœur quand je le pouvais. C'était tout ce dont j'avais besoin, une preuve qu'ils étaient toujours là. Un mardi, j'ai décroché un entretien dans une entreprise de logistique. Rien de prestigieux, juste un poste de bureau, à organiser les itinéraires des chauffeurs et les rapports d'entrepôt. J'ai repassé ma seule chemise correcte sous le sèche-cheveux du motel, me suis brossé les dents dans le lavabo fêlé et marché 8 kilomètres, faute de pouvoir me payer le bus. Arrivé sur place, je transpirais déjà à travers mon maillot de corps. La réceptionniste m'a regardé de haut en bas comme si elle avait senti mon désespoir. J'ai souri quand même. J'ai tenu 10 minutes d'entretien. Puis tout est devenu blanc. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est le scintillement des néons au-dessus de moi, bourdonnant comme des mouches. Une infirmière s'est penchée sur moi, un presse-papier à la main, un froncement de sourcils profond. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé ?» a-t-elle demandé. « Hier » ai-je murmuré. « Des crackers. » Elle ne m'a pas grondé. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a juste écrit quelque chose et m'a tendu une brique de jus. Je l'ai vidé en quelques secondes. « Tu sais que tu es anémique ?» Le médecin m'a demandé en entrant. « Grâce. Vous avez besoin de repos, de nutriments, et il faut surveiller la grossesse. » Je l'ai regardé, la gorge sèche. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien d'urgent, » a-t-il répondu. « Mais des jumeaux ? C'est déjà très risqué. Dans votre état, c'est encore plus risqué. » J'ai hoché la tête lentement, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se défaire depuis un balcon lointain. « Je n'ai pas d'assurance. » Il a soupiré. « On va vous mettre en contact avec une assistante sociale. » L'assistante sociale était gentille, les yeux exténués, comme si elle avait vu plus de souffrance que quiconque. Elle m'a posé des questions avec douceur, m'a indiqué où trouver des bons d'alimentation, m'a proposé un hébergement. J'ai refusé. Je ne voulais pas aller là où les gens me verraient pleurer. De retour au motel, je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert le sac en papier Kraft qu'on m'avait donné à ma sortie. Une banane, des crackers au beurre de cacahuètes et des échantillons prénataux. J'ai mangé chaque bouchée lentement, prudemment, comme si chaque miette était une monnaie d'échange. J'avais des crampes d'estomac sous le choc, mais j'accueillais la douleur avec joie. Cela signifiait que j'étais toujours là, que je luttais encore. J'ai posé une main sur mon ventre et murmuré dans le silence, « Je n'ai pas grand-chose, mais je t'ai. » Les semaines suivantes se sont succédées dans un tourbillon d'épuisement. J'ai décroché tous les petits boulots possibles, lavant les sols et les épiceries après leur fermeture, repeignant les clôtures dans des quartiers qui ne me laisseraient jamais y vivre. J'ai économisé chaque dollar possible et acheté une couverture pour bébé d'occasion dans une friperie. Elle était jaune, douce. Je la tenais parfois contre moi comme si elle pouvait remplacer la chaleur que j'avais perdue. Un soir, il y a eu une panne de courant au motel. Assise dans le noir, adossée au mur couvert de moisissures, j'écoutais le bourdonnement sourd de la ville derrière la vitre. Je les ai sentis trembler pour la première fois, 2 petits battements comme des doigts qui tapotent de l'intérieur. Je me suis figé, les larmes me montant aux yeux, ma poitrine se soulevant et retombant trop vite. « Tu es réel ?» ai-je murmuré. « Tu es vraiment réel. » J'ai pleuré doucement. Pour eux, pour moi, pour l'homme qui pensait que l'amour devait venir de la richesse. Pour le mari qui avait tenté de devenir ce que quelqu'un d'autre désirait et s'était perdu dans ce processus, je ne comprenais pas encore, mais...
Refuser de capituler. Je n'avais pas de plan, juste la promesse que, d'une manière ou d'une autre, ces bébés, mes bébés, ne ressentiraient jamais l'inutilité qu'on m'avait inculquée pendant des années. Ils ne seraient pas élevés dans l'amour conditionnel ou les mensonges raffinés. Si je devais nettoyer les sols toute ma vie, je le ferais avec fierté, pourvu qu'ils aient quelque chose de mieux que ce qu'on m'avait donné. Le matin, j'ai scotché la photo de l'échographie au-dessus du miroir. Elle s'est froissée sous l'humidité, mais elle est restée. 2 minuscules formes. 2 raisons. 2 vies grandissant dans un homme à qui on avait dit qu'il était incapable d'aimer, d'être père, de s'élever. Je ne savais pas encore comment. Mais je m'élèverais pour eux. Parce que même dans une pièce moisie, au bord de nulle part, l'espoir avait trouvé un endroit où grandir. Cela a commencé par un pincement au ventre que j'ai essayé d'ignorer. Je travaillais en double équipe dans un entrepôt d'emballage près de Tacoma. Rien de glamour, juste déplacer les stocks des tapis roulants vers les cartons de fret sous le bourdonnement des lumières vacillantes et le bourdonnement des ventilateurs surmenés. Le salaire était minimum, les conditions de travail frisaient la cruauté, mais il ne posait pas de questions. C'était plus que ce que la plupart des entreprises me proposaient. J'en étais presque à mon 3e mois de travail de nuit. 8 heures debout, le dos courbé, le ventre gonflé sous un sweat à capuche usé à peine zippé. Personne ne me posait de questions. Ils présumaient tout ce qu'ils voulaient. Que j'avais mangé trop de burritos de supérette. Que j'étais un burn-out en attente de licenciement. Un jour, un type m'a demandé si je faisais de la contrebande. J'ai ri et j'ai continué à empiler des cartons. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Moins il y avait de questions, mieux c'était. Mais ce soir-là, j'ai su que quelque chose avait changé. Au début, ce n'était qu'une crampe sourde. Puis sont arrivées les vagues, se contractant, se tordant, se propageant dans mes hanches et remontant dans ma colonne vertébrale. Je me suis arrêté et me suis ressaisi contre un chariot en acier. La douleur passa, mais la sueur perla sur mon front, malgré le froid glacial de l'entrepôt. Je regardai l'horloge. 1h42. Il me restait encore près de 5 heures de garde. Je me suis dit de respirer, de continuer à avancer, de survivre ne serait-ce qu'une nuit de plus. Mais 1 heure plus tard, la douleur redoubla. Une brûlure vive et roulante me coupa le souffle. J'essayai de faire un pas de plus, mais mes genoux cédèrent. Le monde se réduisit à un tunnel sonore, des machines qui vrombissaient, quelqu'un qui criait, mon propre gémissement résonnant sur le sol en béton. Puis les lumières se transformèrent en traînées, et je me sentis heurter le sol. Quand je repris connaissance, j'étais à l'arrière d'une ambulance, sanglée, avec 2 ambulanciers qui se déplaçaient rapidement de chaque côté de moi. Monsieur, Mika, c'est ça? Mika, vous m'entendez? J'acquiesçai faiblement en claquant des dents. Vous êtes à 30 semaines, dis-tu. 20, 29, murmurai-je. L'un d'eux regarda l'écran et jura à voix basse. Ces contractions sont espacées de moins de 3 minutes. J'entendais souvent ce glissement. Les gens ne comprenaient pas et j'avais arrêté d'expliquer. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Je ne les corrigeais pas. Plus maintenant. Je me fichais des questions de genre ou des définitions anatomiques. Tout ce qui m'importait, c'était les 2 petites vies en moi et leur survie. L'admission à l'hôpital était chaotique. Air froid, rideau bleu, moniteur clignotant. Ils m'ont branché à des perfusions et injecté du sulfate de magnésium dans mes veines si vite que j'avais l'impression que ma poitrine était en feu. Mes jambes se sont engourdies. Ma peau picotait comme si l'électricité statique avait rempli tous mes pores. J'avais du mal à réfléchir à cause de la pression, des alarmes, des infirmières qui annonçaient les statistiques. Un médecin est apparu à côté de moi, le regard perçant et calme. Vous êtes en travail prématuré. On va essayer de le retarder, de laisser plus de temps au bébé, mais ça va vite. Avez-vous quelqu'un qu'on puisse appeler? J'ai secoué la tête. Personne. Il a hoché la tête comme si cela ne le surprenait pas. Alors, nous serons avec toi ce soir. Les contractions ne cessèrent pas. Elles n'eurent d'empirer. Je me mordis les lèvres si fort que j'en eus le goût du sang. Je m'accrochai aux barrières du lit et murmurai leurs noms comme des mantras. Jonas Ray et Malik Orion. Je les avais choisis un soir, dans le noir, alors que je n'arrivais pas à dormir. Mémorisant les syllabes comme des bouées de sauvetage. Jonas pour la sérénité tranquille que j'espérais qu'il hériterait. Malik pour le feu que je voulais lui apprendre à manier sans excuse. À 4h17,
Jonas naquit, minuscule, hurlant. Son cri était rauque et faible, comme une allumette mouillée qu'on gratte. Mais il était là, vivant. Une infirmière l'emmena en couveuse, et j'eus à peine le temps de respirer qu'une autre vague me rapprocha. 10 minutes plus tard, Malik arriva, plus petit, le poing fermé et un son qui ressemblait plus à un gémissement qu'à un cri. Je n'eus même pas le temps de le toucher. J'ai juste vu une tache de peau rouge et des tubes avant qu'il ne l'emmène aussi. Puis la pièce est devenue silencieuse. Pas le silence paisible. Le silence terrifiant. Le silence où les médecins murmurent et où les machines battent trop lentement. J'ai essayé de me redresser. Est-ce qu'ils vont bien? Une infirmière au regard bienveillant m'a tenu le bras. Ils sont là. Ils sont fragiles, mais ce sont des combattants en ce moment. C'est l'essentiel. J'ai essayé de parler, mais tout en moi s'est brisé. Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. Mon corps tout entier tremblait de soulagement, de peur, d'épuisement. J'avais réussi. Ils étaient là. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que je ne serais plus jamais la même. Ils m'ont laissé les voir 6 heures plus tard. J'ai été emmené en unité de soins intensifs néonatales, les bras inertes, le cœur à vif. La pièce était bordée d'incubateurs lumineux, chacun contenant un minuscule miracle sous une chaleur bourdonnante et des machines clignotantes. Je les ai trouvés, Jonas à gauche, Malik à droite. Ils étaient si petits, ridés, rouges. Leur corps semblait sculpté de papier et de souffle, recouvert de fils et de rubans adhésifs. Mais leur poitrine se soulevait, se soulevait, se soulevait, se soulevait. Preuve de vie. Je tendis la main, tremblante. Je n'avais pas encore le droit de les tenir, je passai simplement mon doigt délicatement à travers le trou de la couveuse. Jonas l'entoura de sa main incroyablement petite. Malik tressaillit, son pied tressaillant. Mes garçons, m'étranglai-je. Je restai là des heures à leur parler, à leur chanter de douces berceuses éraillées que je n'avais pas chantées depuis l'enfance, à leur raconter des histoires d'étoiles, de survie, à leur dire combien je les aimais déjà. Les infirmières passaient et acquiesçaient. Personne ne demandait où était la mère. Personne ne me demandait ce que je faisais là. Peut-être avait-elle vu assez de désespoir pour reconnaître le véritable amour lorsqu'il se tenait tranquillement près d'un berceau, murmurant à 2 vies pour lesquelles il mourait. Quand je retournai enfin dans ma chambre, l'infirmière me tendit 2 bracelets prénoms avec leurs minuscules empreintes de pas imprimées dessus. « Félicitations, papa, dit-elle. Papa, ça m'a frappé de plein fouet. Je ne faisais plus que survivre. Je devenais ce que j'avais toujours été censé être, ni brisé, ni abandonné, un père, et je ne les laisserai jamais tomber. La première chose que j'ai vue en rentrant de l'hôpital ce jour-là, c'était l'avis d'expulsion scotché à la porte de ma chambre de motel, imprimé en rouge, comme s'il avait besoin de crier ce que la vie m'avait déjà murmuré 1000 fois. Tu n'as plus ta place ici. Je suis resté là un long moment, à fixer le vide. Le papier gonflait au coin sous le vent, comme s'il se moquait de moi. Tout ce que j'avais au monde maintenant, c'était 2 garçons que je ne pouvais pas ramener à la maison et la clé d'une chambre qui ne m'accueillait plus. J'ai décollé le papier de la porte et je suis quand même entré. J'avais 48 heures. C'est ce qu'il disait. 48 heures pour payer le loyer. Je n'avais pas 48 heures pour trouver comment être père de jumeaux prématurés encore branchés à des machines. La chambre était plus froide que dans mes souvenirs. Peut-être était-ce dû au vide. Peut-être était-ce le chagrin qui m'enlaçait. J'ai laissé tomber mon sac, ouvert le mini-frigo grinçant et ri. Un demi-pot de beurre de cacahuète, une bouteille d'eau, 3 biscuits salés dans un sachet Ziploc. Le festin du roi pour un homme avec 2 bouches à nourrir et pas de place où les mettre. Ce soir-là, j'ai rempli des formulaires, tous les formulaires imaginables. Aide sociale, Medicaid, logement d'urgence, garde d'enfants subventionnés dont je n'avais pas encore besoin, mais dont j'aurais bientôt besoin. J'ai répondu à des questions qui me faisaient me sentir tout petit. Possédez-vous des biens? Aucun. Avez-vous une adresse permanente? Pas pour longtemps. Êtes-vous le père biologique? Oui. Non. Je n'ai pas entendu frapper la première fois. On a frappé à nouveau, plus fort. J'ai ouvert la porte lentement, me préparant à la direction, à la colère, à la honte. Mais ce n'était pas ça. Il se tenait là, en débardeur blanc et pantoufles, tenant un pot qui sentait le cumin et l'ail. Sa barbe argentée se recroquevillait sous son menton comme une question pensive. Ses yeux étaient sombres, fatigués,
Mais, tiens, tu n'as pas mangé depuis 3 jours, dit-il sans me saluer. Je clignai des yeux. Comment vas-tu? Tu pleures fort, moi, Joe, dit-il en haussant les épaules. Et ton estomac gargouille encore plus fort. Il me glissa la marmite dans les mains, puis un paquet de couches, encore scellées. Je ne peux pas supporter ça, murmurai-je, honteuse. Tu l'as déjà fait, dit-il en reculant. En plus, ma fille en a fait tomber trop. Branson était devenu trop grand. Comment t'appelles-tu? Mika, demandai-je, encore abasourdi. Il hocha la tête. Hector, je n'ai pas mangé tout de suite. Je me suis juste assise au bord du lit, à contempler la vapeur qui montait de la marmite comme une bénédiction. Riz, haricots noirs, morceaux de porc mijotés. J'en pris une bouchée et sentis ma gorge se serrer. Non pas à cause du goût, mais parce que personne ne m'avait vu depuis longtemps. Pas piqué, pas jugé, juste vu. Hector est revenu le lendemain, non pas avec de la nourriture cette fois, mais avec une chaise de mon balcon. Arrête de t'asseoir sur ce lit comme si c'était un cercueil. Il a jeté un coup d'œil aux piles de formulaires avec lesquels je galérais. Tu fais tout ça tout seul? J'ai hoché la tête. Il n'a pas demandé s'il y avait une mère. Il n'a pas insisté. Il a juste tiré la chaise, a sorti ses lunettes de lecture et a commencé à feuilleter les papiers comme s'il s'agissait d'une grille de mots croisés. Tu as mal rempli celle-là, a-t-il dit en tapotant une section. Ils vont la rejeter. Mais zéro ici. Sans objet. Ils n'aiment pas les sans-objets. Ça les fait travailler trop. Je l'ai regardé fixement. Comment tu sais ça? J'étais avocat, a-t-il dit en haussant les épaules comme si c'était un hobby qu'il avait abandonné. Cuba, il y a longtemps. Ma femme était vraiment intelligente. Elle se souvenait de chaque statut par cœur. Où est-elle maintenant? Il a regardé vers la fenêtre où la pluie tapait doucement contre la vitre. Parti. Cancer depuis 6 ans. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Il est revenu le lendemain matin avec du thé, puis le soir avec de la nourriture. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste rempli des formulaires, lu des petits caractères, partagé un silence comme le font les hommes quand leur chagrin est trop lourd à porter seul. Finalement, le silence a laissé place à la conversation. Il m'a raconté des histoires sur la Havane avant qu'elle ne change, sur une femme qui lui avait un jour fait croire à l'éternité. Je lui ai parlé de 2 garçons qui n'avaient appris à pleurer qu'à leur 2e semaine, et comment ce son m'avait fait me sentir plus vivante que tout ce que j'avais connu. Un soir, il m'a montré l'échographie que je gardais collée sur le côté de la lampe. Tu te croyais brisé, a-t-il dit. Mais peut-être étais-tu simplement entouré d'une richesse inadaptée. Je n'ai pas répondu. Mais ces mots ont profondément marqué ma mémoire, car il avait raison. La famille de Delala avait tout possédé. Bateau, maison de ville, prestige, mais rien de tout cela ne m'a jamais rassuré. Ni la maison au bord du lac, ni l'argent, ni même le mariage. C'était une cage en or. Hector, avec son papier peint décollé et ses tasses à café ébréchées, m'offrait quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une gentillesse sans complexe. Quand je rendais visite aux garçons, je commençais à apporter des histoires qu'Hector me racontait. Des livres pour enfants en espagnol. Des comptines qu'il se souvenait de son propre père. Je m'asseyais près des couveuses, les murmurant avec une diction prudente, observant le pied de Jonas tressaillir ou les paupières de Malik palpiter. Je ne les avais toujours pas tenus. Pas encore. Leurs poumons étaient trop fragiles. Leur peau trop fine. Mais les infirmières disaient qu'ils se tournaient vers ma voix. Un soir, après une longue journée de queue au département des services sociaux, sans résultat, je suis revenu et j'ai trouvé Hector berçant une poupée dans une écharpe improvisée. J'ai haussé un sourcil. S'entraînant, il a dit, tu auras besoin de pause. Et mes nolas ont pris fin le mois dernier. J'ai ri, ce sont étrange, mais bienvenue dans ma propre gorge. Tu crois vraiment que j'en suis capable? Lui ai-je demandé un soir où le doute était plus fort que d'habitude. Il ne répondit pas au début, se contentant de siroter son thé. Puis il dit, Mika, le monde essaie de convaincre les hommes comme toi que si tu n'as pas d'argent, de diplôme ou de famille parfaite, tu ne suffis pas. Mais je t'ai vu lire une demande d'aide sociale comme si c'était un livre sacré. Je t'ai vu chanter des berceuses dans le vide parce que tes enfants n'ont pas encore le droit d'être tenus. Tu le fais déjà. Tu ne le vois juste pas encore.
Je ne pleurais pas devant lui, mais si plus tard dans la soirée. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas du chagrin. C'était de la gratitude. Parce que quelque part entre le beurre de cacahuète et la paperasse, les murs fissurés et les couches empruntées, j'avais trouvé quelque chose que la richesse ne m'avait jamais donné. Un commencement, pas seulement pour Jonas et Malik, mais pour moi. Il y a un son qu'un IQ fait la nuit et qui ne te quitte jamais. Ce n'est pas seulement le bip des machines ou le sifflement des bouteilles d'oxygène. C'est la respiration douce et erratique de la survie. Ce sont les gémissements à moitié formés des nourrissons qui tentent de comprendre la vie hors du ventre maternel. J'ai appris à dormir assise bien droite dans un fauteuil en vinyle rigide, une main appuyée contre la couveuse, murmurant des histoires que personne d'autre ne pouvait entendre. Jonas avait commencé à me serrer le petit doigt à travers la vitre. Malik cligna lentement des yeux chaque fois que je chantais. Les infirmières m'ont dit qu'elles reconnaissaient ma voix. Je m'y suis accroché peut-être plus que je n'aurais dû. Mes journées étaient remplies de formulaires, de bons alimentaires, de demandes de logement, de visites de NICU. Mais mes nuits, ont pris une toute autre tournure. La recherche juridique. Tout a commencé avec Hector qui m'a tendu un soir un manuel de droit usé devant un riz et des beignets de banane. « Tu lis beaucoup » a-t-il dit. « Il est peut-être temps que tu lises pour une raison. » J'ai ri. Je ne peux pas faire de droit. J'ai eu du mal à terminer le lycée. Il a haussé les épaules, imperturbable. Tu étudies déjà plus de la moitié des gens que je connaissais dans ce domaine. J'ouvris le livre par politesse. Puis, la curiosité me poussa à tourner les pages. Droit de la responsabilité civile, tribunal des affaires familiales, procédure civile, des mots que je ne comprenais pas au début, mais qui m'attiraient étrangement. Hector m'expliqua le vocabulaire et, petit à petit, quelque chose en moi s'éveilla. Quelque chose que je croyais avoir enfoui dans les murs du motel ou jeté dans les égouts de l'hôpital. Une ambition, pas celle que Delilah vénérait, bureau d'angle, plaque nominative, discours de gala. Celle-ci était plus calme, plus féroce. Elle murmurait, « Tu pourrais te battre pour des gens comme toi. » Un mardi, je me rendis au bureau des admissions de l'université de Puget Sound et pris une brochure pour leur programme de droit à temps partiel. La réceptionniste m'examina, souette à capuche déchirée, vieille botte, les yeux cernés d'épuisement, et me demanda, « Êtes-vous sûr d'avoir le bon bâtiment ?» Je souris. Oui, je le suis. Il me fallut une semaine pour remplir le dossier de candidature. Chaque essai me semblait une autopsie de ma propre honte. Pourquoi le droit? Parce que j'avais vu comment le système ignorait ceux qui ne portaient pas de costume ou dont le nom de famille ne ouvrait pas de porte. Parce que j'avais vu des parents pleurer dans les coins de l'hôpital tandis que les administrateurs haussaient les épaules au sujet de la couverture. Parce que j'avais vécu ça et que j'en avais assez d'être impuissante. J'ai envoyé la demande d'asile, les mains tremblantes. Puis j'ai attendu. Entre-temps, j'ai trouvé un emploi. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était suffisant. Un poste de secrétaire dans une association locale de lutte contre les violences conjugales, gestion des formulaires d'admission, numérisation des dossiers, nettoyage du bureau après les heures de travail. Ils m'ont laissé emmener les garçons à leur sortie, emmitouflés dans de minuscules manteaux et des couches de vêtements de seconde main provenant d'une boîte à dons. Le personnel est tombé amoureux d'eux instantanément. Jonas avec son regard solennel, Malik avec son sourire crispé, ils sont venus travailler avec moi dans une poussette double maintenue par du ruban adhésif et des prières. Je travaillais toute la journée, je leur chantais des berceuses le soir et j'étudiais jusqu'à ce que mes paupières se révoltent. Les gens font des études de droit sans enfants et abandonnent quand même, m'a prévenu Hector. Je ne peux pas me permettre d'abandonner, ai-je répondu. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai découvert que Jonas avait de la fièvre. Il brûlait, haletant d'une façon qui m'a fait tout lâcher. J'ai appelé Hector. Nous avons couru aux urgences. Il s'est avéré que c'était une infection respiratoire, rien de mortel, mais je suis resté assise près du berceau toute la nuit, tenant Malik d'un bras et Jonas serré contre ma poitrine. Chaque inspiration était comme une promesse à tenir. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Quand la lettre d'admission est arrivée, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur la commode du motel pendant que je berçais les garçons pour les endormir et que je balayais les miettes par terre. Ce n'était pas de la peur, c'était du respect. L'idée que quelque chose de bien puisse enfin arriver me faisait craindre de mal respirer et de tout gâcher. Quand j'ai enfin ouvert l'enveloppe, le premier mot que j'ai vu a été « Félicitations ». Je me suis assise par terre et j'ai pleuré de tout mon corps,
puis j'ai éclaté en rire. Les garçons ont remué dans leur sommeil et j'ai murmuré, on va s'en sortir. Je te le jure, on va y arriver. Les cours ont commencé 3 semaines plus tard. J'avais une aide financière, un ordinateur portable d'occasion provenant d'un programme religieux et un emploi du temps qui n'avait de sens que pour moi. Travail de jour, cours du soir, la paternité à temps plein se faufilait dans chaque recoin. Je faisais des siestes dans les bus, apprenais la jurisprudence en chauffant des biberons, apprenais à lire en poussant une poussette en montée sous la pluie. Nous vivions alors dans un HLM, encore petit, toujours plein de courants d'air, mais le nôtre. Le papier peint se décollait par endroits et les tuyaux poussaient comme des fantômes. Mais je couvrais les fenêtres de dessins en papier de bricolage que Jonas commençait à faire. Malik adorait fixer les cuillères à la lumière comme si elles détenaient un secret qu'il n'avait pas encore percé. Jonas trouvait de la joie dans le bruit du papier qui se déchire, alors je lui ai donné le courrier indésirable à détruire. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le rythme et l'amour. J'ai été un carton pour mon premier semestre. J'ai à peine dormi, j'ai oublié de manger, mais j'ai mérité ces notes comme un homme affamé de plus que de nourriture. Au début, les professeurs ne savaient pas quoi penser de moi. Trop vieux, trop calme, trop compliqué. Mais quand je parlais, je voyais leur tête se tourner. Je ne me contentais pas de réciter la doctrine. Je parlais depuis le champ de bataille, les bureaux de logement, les fauteuils NICU et les lignes d'assistance sociale. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Un professeur, le docteur Alco, m'a pris à part après le cours un soir. Vous arrive-t-il de penser aux droits de la famille? J'y pense chaque fois que je regarde mes fils. Il a hoché la tête en souriant. Tant mieux, car nous avons besoin d'avocats qui ont vécu la guerre. J'ai réussi tous les examens cette année-là. Petit à petit, j'ai progressé. Hector s'est présenté à mon premier procès simulé dans un blazer froissé et a applaudi comme si je témoignais devant Dieu. Les garçons, encore trop petits pour rester assis, m'ont donné leur bénédiction sous la forme d'une empreinte de main en spaghetti sur ma serviette la veille au soir. Nous n'avions pas tout, mais nous étions en mouvement. Et chaque soir, quand je les bordais et embrassais leur petit front, je disais la même chose. Tu n'étais jamais une erreur. Tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été mon commencement. Car même en me débattant entre manuel scolaire et jurisprudence, pauvreté et souffrance, la chose la plus vraie que j'ai jamais apprise était comment être leur père. Passer le barreau ne m'a pas semblé un triomphe. C'était comme un souffle, comme si j'avais enfin refait surface après 5 ans à nager dans le ciment, traînant derrière moi le poids de la déception, des dettes et du doute. Je n'ai pas fêté ça avec du champagne. Je n'ai pas organisé de fête. Je me suis juste assis à la table de la cuisine dans notre petit appartement, les jumeaux endormis sur le canapé-lit, et j'ai contemplé la lettre officielle qui me qualifiait d'écuyer. Pendant longtemps, je suis resté immobile. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé les mots s'installer dans ma poitrine comme la chaleur et l'hiver. Micah Thorne, JD, avocat. J'avais passé si longtemps à être rejeté par mon ex-femme, par sa famille, par le système qui me regardait comme si j'étais invisible. Voir mon nom associé à l'autorité me semblait irréel. Mais la preuve était là. J'étais devenu quelqu'un que personne ne pensait pouvoir être. Pas de cuillère en argent, pas de relation, juste du cran, des nuits blanches, des repas sautés, et 2 petits garçons qui regardaient leur père se lever. Ils avaient maintenant 5 ans. Jonas adorait les énigmes et fronçait les sourcils, concentré jusqu'à ce qu'il en résolve une. Malik était tout en énergie. Il dansait en se brossant les dents, chantait des chansons absurdes et réclamait des câlins comme s'il en avait besoin de 10 par heure pour fonctionner. Ils étaient ma joie, mon chaos. Mon monde entier enveloppé de pulls de seconde main et de chaussettes dépareillées. J'ai ouvert mon propre cabinet 6 mois après avoir obtenu mon barreau. Thorne & Rise Legal Advocate. Le nom était une idée d'Hector. Thorne Protect, disait-il. Et Rise, c'est ce qu'on faisait. Le bureau n'avait rien de glamour. Une seule pièce, du linoleum pelé, une photocopieuse partagée avec le bureau des impôts au bout du couloir, mais c'était le mien. Un espace où je pouvais me battre pour des gens comme moi. Les parents célibataires, les conjoints abandonnés, les hommes invisibles qui tentaient de garder la tête hors de l'eau tandis que le monde ignorait leurs histoires. Je ne courais pas après des clients bien payés. Je prenais des dossiers dont personne ne voulait. Pro bono quand il le fallait. Des échéanciers de paiement quand on promettait d'essayer. Je me spécialisais dans les litiges relatifs à la garde d'enfants,
les ordonnances restrictives et la défense des droits des familles. Parfois, j'étais aux côtés d'hommes qui pleuraient autant de honte que de rage. D'autres fois, je représentais des femmes fuyant des vies tenues par les blessures et l'espoir. Je me suis battu avec acharnement, car je me souvenais de ce que c'était que d'être sans protection. Puis, un mardi matin, mon assistante m'a remis un dossier pour une nouvelle médiation. Elle a marqué une pause avant de le reposer, la bouche crispée comme si elle voulait me prévenir. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis a dit. « C'est un litige de propriété. Coup divorce. Tu es du côté de la femme. » D'accord. Le mari est Wesley Deveau. J'ai fixé le nom comme si c'était du poison. Wesley, le frère aîné de Delilah. Celui qui m'avait donné les clés de la maison au bord du lac le soir de nos noces. Celui qui souriait chaque fois que je demandais de l'aide pour mon réseau. Celui qui m'avait dit qu'on gardait les gens comme toi au garage, pas en salle de réunion. Et maintenant, il était assis en face de moi, dans un cabinet d'avocat, avec 2 lumières vives et un café avarié, serrant contre lui un dossier rempli d'égos en ruine et de biens immobiliers. Il paraissait plus âgé, mais tout aussi suffisant, les tempes grises. Même mâchoire saillante, même dédain à peine dissimulé. « Tu te moques de moi ?» marmonna-t-il en me voyant. « Bonjour, Wesley » dis-je calmement en ouvrant le dossier. « On commence ?» Il était assis, raide, son avocat, un associé à l'air vif, me jetant à peine un coup d'œil. C'était presque théâtral, mais je n'avais pas besoin de théâtre. J'avais des faits. La séance a duré 1 heure. Je suis resté professionnel, précis, entièrement concentré sur ma cliente, une femme dont le nom a à peine été mentionné dans l'air de la pièce. Une fois la séance terminée, Wesley s'est levé pour partir. Mais la porte s'est ouverte et Delilah est entrée. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ses cheveux étaient plus courts, ses talons plus bas, sa présence plus discrète que dans mes souvenirs, mais c'était bien elle. Elle m'a vu, s'est arrêtée à mi-chemin, et quelque chose a brillé sur son visage. Ni de la rage, ni du dédain, de la reconnaissance, du regret. Elle n'a rien dit au début, se contentant de fixer le cadre photo posé sur mon bureau. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était visible. Une vieille photo de Jonas et Malik en costume d'Halloween. Tous 2 déguisés en petits astronautes. De larges sourires, un sourire narquois. Sa main tremblait. « Ce sont nos fils » ai-je dit d'un ton neutre. « Oui. » Ses yeux se sont écarquillés. « Je ne savais pas. Je n'ai pas. » Bronché. « Parce que vous ? » Je n'ai rien demandé. Le silence nous a enveloppés comme de la glace. Wesley a murmuré quelque chose, mais je l'ai ignoré. Delilah a pris une inspiration tremblante. « Je pensais que tu ne pouvais pas. » Je le pensais aussi, ai-je dit, la voix égale. Jusqu'au jour où tu m'as dit que j'étais brisé, et puis j'ai appris que non. Elle m'a regardé comme si elle se noyait dans quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Que ai-je fait ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas là pour elle. Je n'étais pas là pour lui offrir la paix ou la punition. J'étais là pour ma cliente. Elle a cligné des yeux, a reculé et a hoché la tête. Je vais partir. En se retournant, j'ai vu ses épaules s'effondrer comme si le poids du passé avait enfin trouvé sa colonne vertébrale. Elle n'a pas demandé à les voir. N'a pas imploré pardon. Peut-être qu'elle savait mieux que ça. Ou peut-être qu'elle n'en avait tout simplement pas la force. Quand ils sont partis, je me suis rassis sur ma chaise, la main tremblant légèrement. J'ai fixé cette photo de Jonas et Malik. Les fantômes de qui avant, j'étais un peu ivre autour de moi. Mari humilié, homme abandonné, locataire de motel serrant des bracelets d'hôpital et de la soupe en conserve. Mais ces fantômes ne me faisaient plus peur. Je leur avais survécu. Quand j'ai récupéré les garçons à l'école plus tard dans la journée, Malik m'a serré dans ses bras comme s'il ne m'avait pas vu depuis 1 an. « Papa, on a fait des volcans aujourd'hui. » Jonas a brandi une feuille d'exercice éclaboussée de lave. C'est la mienne qui a explosé le plus fort. J'ai souri, je les ai serrés tous les 2 dans mes bras et j'ai dit, rentrons à la maison. Parce qu'on en avait une maintenant. Et elle n'avait pas de sol en marbre, mais elle avait tout ce qu'il nous fallait. Et personne, ni Delilah, ni Wesley, ni le monde qui m'avait un jour dit brisé, ne pourrait plus jamais nous enlever ça. Tout a commencé par une question. Simple, innocente, et posée d'une bouche barbouillée de beurre de cacahuète.
Jonas était accroupi par terre, ajustant les lacets de son gant tout neuf. Un cadeau d'anniversaire d'Hector qui sentait encore la promesse. Malik était sur le canapé. La tête en bas, les jambes dans le dos, une BD en équilibre sur la poitrine. « Papa » demanda Jonas, « comment se fait-il qu'on n'ait pas de maman ?» La pièce ne se tut pas. Elle s'arrêta simplement. Le genre de silence qui persiste dans une salle d'audience avant un verdict. Je faisais la vaisselle. Mes mains se figèrent sous le robinet. L'assiette glissa légèrement, heurta l'évier, et je la rattrapai juste à temps. Je levai les yeux et croisai son regard dans le reflet de la fenêtre de la cuisine. Il n'était pas contrarié. Il n'accusait pas. C'était juste un garçon avec un trou dans son histoire, cherchant une phrase pour le combler. Malik ajouta depuis le canapé. Oui, on a ton sourire, mais nos yeux sont différents. Je m'essuyai lentement les mains, entrai dans le salon et m'assis entre elles. Pas de sermon, pas de soupir, juste la vérité. Celle que j'attendais le bon moment pour la partager. Je pensais que ce moment viendrait avec cérémonie, ou du moins avec avertissement. Mais la vie n'a jamais fonctionné selon mon emploi du temps. Elle n'était pas prête. J'ai dit. Et ce n'est pas grave. Certaines personnes ne sont pas prêtes à être le genre de parents dont tu as besoin. Nous a-t-elle quittés, demanda Malik en se redressant. BD oublié. Non, dis-je prudemment. Elle m'a quitté. Elle ne savait rien de toi. Pas à l'époque. Mais elle sait maintenant, dit Jonas. Pas une question, une affirmation. J'ai cligné des yeux. Bien. J'ai hoché la tête. Ils se sont regardés. Quelque chose s'est passé entre eux. Une télépathie jumelle. Un vote fraternel silencieux. On veut lui écrire, dit Jonas. Une lettre. J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur dire que c'était compliqué. J'aurais dû les protéger comme j'avais passé des années à construire des murs pour que rien ne puisse les atteindre. Mais les murs n'enseignent pas la force. La vérité, si. D'accord, dis-je. Mais je veux la lire d'abord. Ce soir-là, nous étions assis tous les trois à la table de la cuisine avec des crayons, un crayon et du papier. Ils n'ont pas écrit de paragraphe ni ouvert leur cœur avec une intensité dramatique. Les enfants le font rarement. Leurs mots étaient simples, mais ils ont touché profondément, de la meilleure des manières. Salut, nous sommes Jonas. Et Malik. On aime le baseball, les sandwichs au beurre de cacahuètes et dessiner des dinosaures. Tu aimes le baseball? Nous, oui. Tu regrettes d'être parti? Tu veux nous rencontrer? Ça leur a pris 20 minutes. J'ai mis 2 heures à arrêter de la relire. J'ai scellé l'enveloppe le lendemain matin. Je n'ai pas indiqué d'adresse de retour, juste une boîte postale que j'avais louée des mois auparavant. Peut-être par curiosité, peut-être par peur. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser. Ils m'ont demandé chaque jour pendant la semaine suivante si elle avait répondu. Et chaque jour, je disais gentiment non. Puis, le 10e jour, on n'a pas entendu frapper la première fois. On a frappé plus fort. J'ai ouvert la porte lentement, me préparant à la direction, à la colère, à la honte. Mais ce n'était pas ça. Il se tenait là, en débardeur blanc et pantoufles, tenant une casserole qui sentait le cumin et l'ail. Sa barbe argentée se recroquevillait sous son menton comme une question posée. Ses yeux étaient sombres, fatigués, mais bienveillants. « Tu n'as pas mangé depuis 3 jours ?» a-t-il dit sans la saluer. J'ai cligné des yeux. « Comment fais-tu ? » Tu pleures fort, monsieur Joe, dit-il en haussant les épaules, et ton estomac gargouille encore plus fort. Il me mit la marmite dans les mains, puis un paquet de couches, encore scellées. Je ne peux pas supporter ça, murmurai-je, honteuse. Tu l'as déjà fait, dit-il en reculant. En plus, ma fille en a déposé trop. Branson les avait dépassés. Comment t'appelles-tu? Mika, demandai-je, encore abasourdi. Il hocha la tête. Hector, je n'ai pas mangé tout de suite. Je me suis juste assise au bord du lit, fixant la vapeur qui montait de la marmite comme une bénédiction. Riz, haricots noirs, morceaux de porc mijotés. J'en pris une bouchée et sentis ma gorge se serrer. Pas à cause du goût, mais parce que personne ne m'avait vu depuis si longtemps. Pas piqué, pas jugé, juste vu. Hector est revenu le lendemain, pas avec de la nourriture cette fois, mais avec une chaise de mon balcon.
Tu dois arrêter de t'asseoir sur ce lit comme si c'était un cercueil. Il a jeté un coup d'œil aux piles de formulaires avec lesquels je galérais. Tu fais tout ça tout seul? J'ai hoché la tête. Il n'a pas demandé s'il y avait une mère. Il n'a pas insisté. Il a juste tiré la chaise, a sorti ses lunettes de lecture et s'est mis à feuilleter les papiers comme s'il s'agissait d'une grille de mots croisés. Tu as mal rempli celle-là, a-t-il dit en tapotant une section. Ils vont la rejeter. Mais zéro ici. Sans objet. Ils n'aiment pas les sans-objets. Ça les fait travailler trop dur. Je l'ai regardé fixement. Comment sais-tu ça? J'étais avocat, a-t-il dit en haussant les épaules comme si c'était un hobby qu'il avait abandonné. Cuba, il y a longtemps. Ma femme était la plus intelligente. Elle se souvenait de chaque statut par cœur. Où est-elle maintenant? Il a regardé vers la fenêtre où la pluie tapait doucement contre la vitre. Parti. Cancer depuis 6 ans. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Il est revenu le lendemain matin avec du thé, puis le soir avec encore à manger. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, nous avons juste rempli. Formulaire, lecture des petits caractères, silence partagé, comme le font les hommes lorsque leur chagrin est trop lourd à porter seul. Finalement, le silence s'est transformé en conversation. Il m'a raconté des histoires sur la Havane avant qu'elle ne change, sur une femme qui lui avait un jour fait croire à l'éternité. Je lui ai parlé de 2 garçons qui n'avaient appris à pleurer qu'à partir de leur 2e semaine, et comment ce son me faisait me sentir plus vivante que tout ce que j'avais connu. Un soir, il m'a montré l'échographie que je gardais collée sur le côté de la lampe. Tu te croyais brisé, a-t-il dit. Mais peut-être étais-tu simplement entouré d'une richesse inadaptée. Je n'ai pas répondu. Mais ces mots ont profondément marqué, car il avait raison. La famille de Dalla avait tout possédé. Des bateaux, des pains, du prestige, mais rien de tout cela ne m'a jamais rassuré. Ni la maison au bord du lac, ni l'argent, ni même le mariage. Tout était une cage en or. Hector, avec son papier peint décollé et ses tasses à café ébréchées, m'offrait quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une gentillesse sans complexe. Quand je rendais visite aux garçons, je commençais à leur raconter des histoires qu'Hector avait racontées. Moi. Des livres pour enfants en espagnol. Des comptines qu'il se souvenait de son propre père. Assise près des couveuses, je les murmurais avec une voix prudente, observant le pied de Jonas tressaillir ou les paupières de Malik palpiter. Je ne les avais toujours pas tenus. Pas encore. Leurs poumons étaient trop fragiles. Leur peau trop fine. Mais les infirmières disaient qu'ils se tournaient vers ma voix. Un soir, après une longue journée de queue aux services sociaux, sans résultat, je suis revenu et j'ai trouvé Hector berçant une poupée dans une écharpe de fortune. J'ai haussé un sourcil. En s'entraînant, il a dit, tu auras besoin de pause. Et mes nolas ont pris fin le mois dernier. J'ai ri, ce son étrange, mais bienvenue dans ma gorge. Tu crois vraiment que j'en suis capable? Lui ai-je demandé un soir où le doute était plus fort que d'habitude. Il n'a pas répondu au début, se contentant de siroter son thé. Puis il a dit, Mika, le monde essaie de convaincre les hommes comme toi que si tu n'arrives pas avec de l'argent, des diplômes ou la perfection famille, vous n'êtes pas suffisante. Mais je vous ai vu lire une demande d'aide sociale comme si c'était un texte sacré. Je vous ai vu chanter des berceuses dans le vide parce que vos enfants n'ont pas encore le droit d'être tenus. Vous le faites déjà. Tu ne le vois pas encore. Je n'ai pas pleuré devant lui, mais je l'ai fait plus tard dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas du chagrin. C'était de la gratitude. Parce que quelque part entre le beurre de cacahuète et la paperasse, les murs fissurés et les couches empruntées, j'avais trouvé quelque chose que la richesse ne m'avait jamais donné. Un commencement, pas seulement pour Jonas et Malik, mais pour moi. Il y a un son qu'un IQ fait la nuit et qui ne vous quitte jamais. Ce n'est pas seulement le bip des machines ou le sifflement des bouteilles d'oxygène. C'est la respiration douce et erratique de la survie. Ce sont les gémissements incomplets des nourrissons qui essaient de comprendre la vie hors du ventre maternel. J'ai appris à dormir assise bien droite sur une chaise en vinyle rigide, une main appuyée contre la couveuse, murmurant des histoires que personne d'autre ne pouvait entendre. Jonas avait commencé à serrer mon petit doigt à travers la vitre. Malik cligna lentement des yeux chaque fois que je chantais. Les infirmières m'ont dit qu'elles reconnaissaient ma voix. Je m'y suis accroché, peut-être plus encore. Plus que je n'aurais dû. Mes journées étaient remplies de formulaires, de bons alimentaires,
de demandes de logement, de visites de NICU. Mais mes nuits, se sont transformées en quelque chose de complètement différent. Des recherches juridiques. Tout a commencé lorsqu'Hector m'a tendu un soir un manuel de droit usé, devant un repas de riz et de beignets de banane. « Tu lis beaucoup ?» a-t-il dit. « Il est peut-être temps que tu lises pour une raison. » J'ai ri. Je ne peux pas faire de droit. J'ai à peine réussi le lycée. Il a haussé les épaules, imperturbable. Tu étudies déjà plus de la moitié des gens que je connaissais dans ce domaine. J'ai ouvert le livre par politesse. Puis la curiosité m'a incité à tourner les pages. Droit de la responsabilité civile, tribunal des affaires familiales, procédure civile. Des mots que je ne comprenais pas au début, mais qui m'attiraient étrangement. Hector m'a expliqué la langue et, lentement, quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que je pensais avoir enfoui dans les murs du motel ou jeté dans les égouts de l'hôpital. De l'ambition, pas celle que Delilah vénérait. Bureau d'angle, plaque nominative, discours de gala. C'était plus calme, plus féroce. Ça murmurait, tu pourrais te battre. Pour des gens comme vous. Un mardi, je suis entré au bureau des admissions de l'université de Puget Sound et j'ai pris une brochure pour leur programme de droit à temps partiel. La réceptionniste m'a examiné, souette à capuche déchirée, vieille botte, les yeux cernés d'épuisement, et m'a demandé, « Êtes-vous sûr d'avoir le bon bâtiment ?» J'ai souri. Oui, je le suis. Le dossier de candidature m'a pris une semaine à remplir. Chaque essai me semblait une autopsie de ma propre honte. Pourquoi le droit? Parce que j'avais vu comment le système ignorait les gens qui ne portaient pas de costume ou dont le nom de famille ouvrait des portes. Parce que j'avais vu des parents pleurer dans les coins des hôpitaux tandis que les administrateurs haussaient les épaules au sujet de la couverture maladie. Parce que j'avais vécu ça et que j'en avais assez d'être impuissante. J'ai envoyé le dossier de candidature par la poste, les mains tremblantes. Puis j'ai attendu. Entre-temps, j'ai trouvé un emploi. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était suffisant. Un poste de bureau dans une association locale de lutte contre les violences conjugales, à gérer les formulaires d'admission, à numériser les dossiers, à nettoyer le bureau après les heures de travail. Ils m'ont laissé amener les garçons une fois sortis. Emmitouflés dans de minuscules manteaux et des couches des vêtements d'occasion trouvés dans une boîte de dons. Le personnel en est tombé amoureux instantanément. Jonas avec son regard solennel, Malik avec son sourire crispé. Ils sont venus travailler avec moi dans une poussette double maintenue par du ruban adhésif en guise de prière. Je travaillais toute la journée, leur chantais des berceuses le soir et étudiais jusqu'à ce que mes paupières se rebellent. Les gens font des études de droit sans enfants et abandonnent quand même, m'a prévenu Hector. Je ne peux pas me permettre d'abandonner, ai-je répondu. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai découvert que Jonas avait de la fièvre. Il brûlait, haletant à tel point que j'ai tout lâché. J'ai appelé Hector. Nous avons couru aux urgences. Il s'est avéré que c'était une infection respiratoire. Rien de mortel, mais je suis quand même resté assise près du berceau toute la nuit, tenant Malik d'un bras et Jonas serré contre ma poitrine. Chaque respiration était comme une promesse que je devais tenir. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Quand la lettre d'admission est arrivée, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur la commode du motel pendant que je berçais les garçons. Je dormais et je balayais les miettes par terre. Ce n'était pas de la peur, c'était du respect. L'idée que quelque chose de bien puisse enfin arriver me faisait craindre de mal respirer et de tout gâcher. Quand j'ai enfin ouvert l'enveloppe, le premier mot que j'ai vu a été « Félicitations ». Je me suis assise par terre et j'ai pleuré de tout mon corps, puis j'ai éclaté de rire. Les garçons ont remué dans leur sommeil et j'ai murmuré « Tout ira bien. Je vous jure qu'on va y arriver ». Les cours ont commencé 3 semaines plus tard. J'avais une aide financière, un ordinateur portable d'occasion d'un programme religieux et un emploi du temps qui n'avait de sens que pour moi. Un travail de jour, des cours du soir, la paternité à temps plein, niché dans chaque recoin. Je faisais des siestes dans les bus, j'apprenais la jurisprudence en chauffant des biberons, j'apprenais à lire en poussant une poussette en montée sous la pluie. Nous vivions alors dans un HLM. Encore petit, toujours plein de courants d'air, mais le nôtre. Le papier peint se décollait par endroits et les tuyaux poussaient comme des fantômes, mais j'avais recouvert les fenêtres de dessin en papier cartonné que Jonas commençait à faire. Malik adorait contempler les cuillères à la lumière, comme si elles détenaient un secret qu'il n'avait pas encore percé.
Jonas trouvait du plaisir au bruit du papier qui se déchirait, alors je lui ai donné le courrier indésirable à détruire. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le rythme et l'amour. J'ai été brillant au premier semestre. J'ai à peine dormi, j'ai oublié de manger. Mais j'ai mérité ces notes comme un homme affamé de plus que de la nourriture. Les professeurs ne savaient pas quoi penser de moi au début. Trop vieux, trop calme, trop compliqué. Mais quand je parlais, je voyais leur tête se tourner. Je ne me contentais pas de réciter la doctrine. Je parlais depuis le champ de bataille, les bureaux de logement, les chaises NICU et les lignes d'assistance sociale. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Un professeur, le docteur Alco, m'a pris à part après le cours un soir. Vous arrive-t-il de penser aux droits de la famille? J'y pense chaque fois que je regarde mes fils. Il a hoché la tête en souriant. Tant mieux, car nous avons besoin d'avocats qui ont vécu la guerre. J'ai réussi tous les examens cette année-là. Petit à petit, j'ai progressé. Hector s'est présenté à mon premier procès simulé, vêtu d'un blazer froissé, et a applaudi comme si je témoignais devant Dieu. Les garçons, encore trop petits pour rester assis, m'ont donné leur bénédiction la veille au soir, sous la forme d'une empreinte de main en spaghetti sur ma serviette. Nous n'avions pas tout, mais nous étions en mouvement. Et chaque soir, quand je les bordais et embrassais leur petit front, je leur disais la même chose. Tu n'as jamais été une erreur. Tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été mon commencement. Car même en me battant contre les manuels et la jurisprudence, la pauvreté et la douleur, la chose la plus vraie que j'ai jamais apprise, c'était comment être leur père. Passer le barreau ne ressemblait pas à un triomphe. C'était comme un souffle, comme si j'avais enfin refait surface après 5 ans à nager dans le ciment, traînant derrière moi le poids de la déception, des dettes et du doute. Je n'ai pas fêté ça avec du champagne. Je n'ai pas fait de fête. J'étais assis à la table de la cuisine de notre petit appartement, les jumeaux endormis sur le canapé convertible, et je fixais la lettre officielle qui me qualifiait d'écuyer. Pendant un long moment, je suis resté immobile. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement laissé les mots s'installer dans ma poitrine comme la chaleur et l'hiver. Micah Thorne, JD, avocat. J'avais passé tellement de temps à être rejeté par mon ex-femme, par sa famille, par le système qui me regardait comme si j'étais invisible, que voir mon nom associé à l'autorité me semblait irréel. Mais la preuve était là. J'étais devenu quelqu'un que personne ne pensait pouvoir être. Pas de cuillère en argent, pas de relation, juste du cran, des nuits sans sommeil, des repas sautés, et 2 petits garçons qui regardaient leur père se lever. Ils avaient maintenant 5 ans. Jonas adorait les énigmes et grimaçait de pure concentration jusqu'à ce qu'il en résolve une. Malik était tout en énergie. Il dansait en se brossant les dents, chantait des chansons absurdes et réclamait des câlins comme s'il en avait besoin de 10 par heure pour fonctionner. Ils étaient ma joie, mon chaos. Mon monde entier était enveloppé de pulls de seconde main et de chaussettes dépareillées. J'ai ouvert mon propre cabinet 6 mois après avoir obtenu mon barreau. Thorne & Rise, avocat. Le nom était une idée d'Hector. Thorne Protect, disait-il. Et Rise, c'est ce qu'on faisait. Le bureau n'avait rien de glamour. Une seule pièce, du linoleum qui pèle, une photocopieuse partagée avec le bureau des impôts au bout du couloir. Mais c'était le mien. Un espace où je pouvais me battre pour des gens comme moi. Les parents célibataires, les conjoints abandonnés, les hommes invisibles qui tentaient de garder la tête hors de l'eau tandis que le monde ignorait leurs histoires. Je ne courais pas après des clients aux revenus élevés. Je prenais des dossiers dont personne ne voulait. Pro bono quand il le fallait. Des échéanciers de paiement quand on promettait d'essayer. Je me spécialisais dans les litiges relatifs à la garde d'enfants, les ordonnances restrictives et la défense des droits des familles. Parfois, j'étais aux côtés d'hommes qui pleuraient autant de honte que de rage. D'autres fois, je représentais des femmes fuyant des vies que les blessures et l'espoir maintenaient ensemble. Je me suis battu avec acharnement, car je me souvenais de ce que c'était que d'être sans protection. Puis, un mardi matin, mon assistante m'a tendu un dossier pour une nouvelle médiation. Elle a marqué une pause avant de le reposer, la bouche crispée comme si elle voulait me prévenir. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis a dit que c'était un litige foncier. Coup divorce. Tu es du côté de la femme. D'accord. Le mari est Wesley Deveau. J'ai scruté le nom comme si c'était du poison. Wesley. Le frère aîné de Delilah.
Celui qui m'avait donné les clés de la maison au bord du lac le soir de nos noces. Celui qui souriait d'un air narquois chaque fois que je demandais de l'aide pour mon réseau. Celui qui m'avait dit « On garde les gens comme toi au garage, pas au conseil d'administration ». Et maintenant, il était assis en face de moi, dans un cabinet d'avocat avec 2 lumières vives et un café avarié, serrant contre lui un dossier rempli d'égos en ruine et de biens immobiliers. Il paraissait plus âgé, mais non moins suffisant, les tempes grises. Même mâchoire saillante, même dédain à peine dissimulé. « Tu te moques de moi » murmura-t-il en me voyant. « Bonjour, Wesley » dis-je calmement en ouvrant le dossier. « On commence ?» Il resta assis, raide, son avocat, un collaborateur à l'air vif, me jetant à peine un coup d'œil. C'était presque théâtral, mais je n'en avais pas besoin. J'avais les faits. La séance dura 1 heure. Je restai professionnel, précise, entièrement concentré sur ma cliente, une femme dont le nom parvenait à peine à s'exprimer dans la pièce. Une fois la séance terminée, Wesley se leva pour partir. Mais la porte s'ouvrit et Delilah entra. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ses cheveux étaient plus courts, ses talons plus bas, sa présence plus discrète que dans mes souvenirs. Mais c'était bien elle. Elle me vit, s'arrêta à mi-chemin, et quelque chose brilla sur son visage. Ni rage, ni dédain, ni reconnaissance, ni regret. Elle ne dit rien au début, se contentant de fixer le cadre photo posé sur mon bureau. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était visible. Une vieille photo de Jonas et Malik en costume d'Halloween, tous deux déguisés en petits astronautes. De larges sourires carnassiers. Sa main tremblait. « Ce sont nos fils » dis-je d'un ton neutre. « Oui. » Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne savais pas. Je n'ai pas bronché. Parce que tu n'as rien demandé. Le silence nous a enveloppés comme de la glace. Wesley a murmuré quelque chose, mais je l'ai ignoré. Delilah a pris une inspiration tremblante. Je pensais que tu ne pouvais pas. Je le pensais aussi. J'ai dit voix égale. Jusqu'au jour où tu m'as dit que j'étais brisé. Et puis j'ai appris que non. Elle m'a regardé comme si elle se noyait dans quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Que ai-je fait, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Parce que je n'étais pas là pour elle. Je n'étais pas là pour lui offrir la paix ou la punition. J'étais là pour ma cliente. Elle a cligné des yeux, reculé et hoché la tête. Je vais partir. En se retournant, j'ai vu ses épaules s'effondrer comme si le poids du passé avait enfin trouvé sa colonne vertébrale. Elle n'a pas demandé à les voir. Elle n'a pas imploré son pardon. Peut-être savait-elle mieux que moi. Ou peut-être n'en avait-elle tout simplement pas la force. Quand ils sont partis, je me suis rassise sur ma chaise, la main légèrement tremblante. J'ai fixé cette photo de Jonas et Malik. Les fantômes de celui que j'étais se sont levés autour de moi. Mari humilié, homme abandonné, locataire de motel serrant des bracelets d'hôpital et de la soupe en conserve. Mais ces fantômes ne me faisaient plus peur. Je leur avais survécu. Quand j'ai récupéré les garçons à l'école plus tard dans la journée, Malik m'a serré dans ses bras comme s'il ne m'avait pas vu depuis 1 an. « Papa, on a fait des volcans aujourd'hui. » Jonas a brandi une feuille d'exercice éclaboussée de lave. La mienne a explosé le plus fort. J'ai souri, je les ai serrés tous les deux dans mes bras et j'ai dit, rentrons à la maison. Parce qu'on en avait un maintenant. Et il n'y avait pas de sol en marbre, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Et personne, pas Delilah, pas Wesley, pas le monde qui m'appelait autrefois brisé, ne pourrait plus jamais nous reprendre. Cela a commencé par une question. Simple, innocent et livré par une bouche maculée de beurre d'arachide. Jonas était accroupi sur le sol, ajustant les lacets de son tout nouveau gant. Un cadeau d'anniversaire d'Hector qui sentait encore comme promettre. Malik était sur le canapé à l'envers, les jambes suspendues au-dessus du dos, une bande dessinée équilibrée sur sa poitrine. « Papa, demanda Jonas, comment se fait-il que nous n'ayons pas de maman ?» La chambre ne s'est pas silencieuse. Ça s'arrêta juste. Le genre d'immobilité qui persiste dans une salle d'audience avant un verdict. Je lavais la vaisselle. Mes mains se figeaient sous le robinet. L'assiette a glissé un peu, a heurté l'évier, et je l'ai attrapé juste à temps. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré ses yeux dans le reflet de la fenêtre de la cuisine. Il n'était pas bouleversé. Il n'accusait pas. C'était juste un garçon avec un trou dans son histoire à la recherche d'une phrase pour le remplir.
Malik a ajouté du canapé. Oui, nous avons votre sourire, mais nos yeux sont différents. J'ai séché mes mains lentement, je suis entré dans le salon et je me suis assis entre eux. Pas de conférence, pas de soupir, juste la vérité. Celui que j'attendais le bon moment à partager. Je pensais que ce moment viendrait avec une cérémonie, ou du moins un avertissement. Mais la vie n'a jamais travaillé sur mon emploi du temps. Elle n'était pas prête, dis-je. Et ça va. Certaines personnes, ils ne sont pas prêts à être le genre de parents dont vous avez besoin. Nous a-t-elle quittés? Demanda Malik, s'asseyant maintenant. Comité de bande dessinée oublié. Non, dis-je soigneusement. Elle m'a quitté. Elle ne savait pas pour vous. Pas alors. Mais elle sait maintenant, a déclaré Jonas. Pas une question, une déclaration. J'ai cligné des yeux. À droite. J'ai hoché la tête. Ils se sont regardés. Quelque chose a passé entre eux. Télépathie jumelle. Un vote silencieux et sort silencieux. Nous voulons l'écrire, a déclaré Jonas. Une lettre. J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur dire que c'était compliqué. J'aurais dû les protéger comme j'avais passé des années à construire des murs afin que rien ne puisse les toucher. Mais les murs n'enseignent pas la force. La vérité fait. D'accord, dis-je. Mais je veux le lire en premier. Cette nuit-là, nounou.